investir, les experts de l'IMO. Nous allons nous occuper du sujet immobilier avec nos experts et surtout Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Alors je ne sais pas si le micro fonctionne, j'ai quand même un vilain doute parce que j'ai un petit bout de scotch. C'est bon Marie, vous êtes bon, connectés, tout le monde vous entend, la France entière vous entend. Et c'est surtout très intéressant que la France entière vous entende puisque certains de nos auditeurs, on les salue, nous écrivent des mails, nous joignent régulièrement par LinkedIn et certains d'entre vous nous adressent du courrier. Et donc ce matin Marie, vous avez du courrier et nous allons le partager avec ceux et celles qui nous écoutent. Exactement, et j'en profite pour le lire parce que je l'ai reçu il y a quelques jours, mais en l'occurrence j'attendais que ce soit le jour de la présentation du fameux projet de loi sur le logement abordable porté par le ministre Guillaume Kasbarian. Et donc je lis cette lettre, voilà, à brûle pour point, qui est assez intéressante. Alors du coup elle est signée d'un résident anonyme dans un logement social de Paris. Chère madame, Cœur de Roi, précise mon nom. D'avance merci de bien vouloir lire ce courrier en espérant que vous pourrez traiter le sujet à l'antenne. Je ne pense pas être un cas à part. Ma femme et moi appartenons à ce que nos hommes politiques appellent la classe moyenne et qu'ils veulent apparemment protéger. Nous travaillons, payons nos impôts et au fil des décennies, nous avons pu mettre un peu d'argent de côté en travaillant, en investissant et en ayant bénéficié de 2 successions. Nous louons un logement social depuis plusieurs années et notre situation est aujourd'hui loin d'être catastrophique. Cette dernière ayant évolué favorablement au fil des ans. Est-ce mal ? Devrions-nous être stigmatisés pour autant comme si nous étions de sales profiteurs alors que notre comportement est exemplaire sur bien des aspects et que nous avons apporté notre contribution à la société ? Je comprends parfaitement que des personnes puissent être dans des situations beaucoup plus compliquées que la nôtre. Je le regrette, bien entendu, avec compassion et empathie. Mais mettre, par exemple, ma femme et moi dans une situation difficile pour aider des personnes se trouvant dans une situation encore plus difficile, est-ce une solution humaine et intelligente digne d'un pays comme le nôtre ? Je ne suis pas un expert immobilier, mais je pense que mettre en nombre des ménages à la rue, je présume que cela sera malheureusement le cas au vu du discours politique ambiant, va créer des problèmes sur le marché du logement déjà compliqué et saturé. Où vont habiter tous ces ménages expulsés ? Même s'ils sont dotés d'un peu de moyens, les tensions immobilières seront encore plus vives. Et je conclus, je reste persuadée que la mixité sociale est une bonne chose, de même que le principe des surloyers hors expulsion éventuelle. Pour ma part, l'idée qu'il y ait à mon étage une personne qui s'en sorte mieux que moi et vive dans un logement plus spacieux ne me pose aucun problème métaphysique. D'une façon ou d'une autre, cette dernière a contribué à l'essor de notre société et je ne vois pas pourquoi on la jetterait en pâture. Voilà, j'ai pas lu l'intégralité du courrier qui est extrêmement long, extrêmement bien écrit. Et je le remercie pour ce courrier, ce résident de logement social à Paris, parce que effectivement c'est l'un des sujets de ce projet de loi logement abordable qui prévoit qu'on mette plus facilement à la rue des personnes dont les ressources dépasseraient les plafonds du logement social, en dépit de l'enjeu de mixité sociale et peut-être d'équilibre financier des bailleurs sociaux qui, je vous le rappelle, pratiquent d'ores et déjà des surloyers pour ceux qui dépassent les plafonds de ressources. Et oui, c'est le sujet que nous discutions avec Nicolas Dos tout à l'heure, c'est déjà de faire appliquer la loi. Bon, Marie, vous n'allez pas transformer cette séquence en séquence politique. Pas du tout. On vous a laissé lire ce courrier d'auditeur qu'on salue. Évidemment, le débat est ouvert. On va voir comment la loi va être enfin appliquée ou une nouvelle loi va être appliquée. Peut-on parler de notre sujet du jour maintenant ? Mais bien sûr, parce qu'il est tout aussi passionnant, puisqu'on va parler rénovation énergétique. Ça va se transformer en chasseur de primes avec nos invités que nous allons présenter. Audrey Zermati est avec nous, directrice stratégique du groupe EFI. Bonjour, chère Audrey. Bonjour. Et Hassan Moued est avec nous. Bonjour, cher Assad. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Vous êtes président de la Fédération des diagnostiqueurs, FED Experts. On est ensemble pour chasser peut-être 400 millions d'euros de crédit MaPrimeRénov' qui ont été signalés grâce au système Tracfin. Décryptez-nous peut-être ce chiffre. En fait, c'est le gouvernement qui nous a annoncé ça cette semaine. Et Audrey voulait revenir dessus notamment, mais je pense qu'Assad aussi. La chasse à la fraude aux aides publiques, c'est quand même un vrai sujet pour les finances publiques. Et donc là, on a le gouvernement qui cible spécifiquement MaPrimeRénov' en nous disant que c'était potentiellement 400 millions d'euros qui auraient peut-être pas dû être versés. C'est une réalité, ça, la fraude à MaPrimeRénov'? Alors oui, c'est une réalité, et c'est pas nouveau d'ailleurs, on le sait depuis un petit moment, et ça fait longtemps que le gouvernement essaye de mettre en place des actions pour chasser les fraudeurs. 400 millions, faut savoir que c'est à peu près 10% du budget qui a été raboté, vous savez, d'un milliard d'euros de MaPrimeRénov' pour la... Ça devient de plus en plus important finalement. 4 milliards d'euros. Donc effectivement, c'est important. Ce qui est peut-être nouveau là dans les annonces qui ont été faites, c'est qu'au-delà du chiffre, c'est les actions qui vont être prises, et c'est des
des actions qui, quelque part, ont pris en compte le problème. Le problème, c'est évidemment, il faut mettre plus de contrôle, mais surtout, il faut agir plus vite. Il faut agir plus vite parce que la réalité, c'est qu'entre le moment où on découvre qu'il peut y avoir des problèmes et le moment où on agit, il y a un temps de latence, les entreprises n'existent plus et donc on perd finalement cet argent qu'on a laissé partir dehors. Donc là, il y a vraiment une envie et j'espère qu'on ira au bout avec cette loi qui est proposée à l'Étonne. Parce que, effectivement, le sujet, ça va être d'agir beaucoup plus vite dès qu'on a une suspicion de fraude. Pour pouvoir ne pas verser l'argent. Et puis, on va aussi mettre en place une meilleure coordination, enfin, des institutions, puisque les éco-délinquants profitent justement de l'absence de discussion, d'échange et de coordination entre les différents organismes, que ce soit les organismes d'aide publique, les organismes de qualification et même les organismes d'État de lutte contre... Les éco-délinquants. Voilà. Mais alors justement, moi je me retourne vers Assad parce que c'est un sujet qui me passionne à chaque fois. C'est qui les fraudeurs à MaPrimeRénov'? Comment on les identifie? Quel type de fraude on a aujourd'hui sur MaPrimeRénov'? Déjà, je souhaiterais revenir sur les chiffres qui, à mon avis, ne reflètent pas la réalité, parce qu'on parle uniquement de signalement, en fait. Donc 400 millions. Les 400 millions, il y en a en réalité beaucoup plus. Et vous avez deux types d'éco-délinquants. Vous avez les éco-délinquants que vous connaissez, purement et durement ce qu'on appelle les installateurs, qui vont soit vous faire croire qu'ils vont installer quelque chose, ils vous installent rien, c'est juste pour détourner la prime. Vous avez aussi des éco-délinquants dans le cadre de l'audit énergétique et du DPE, qui lui va permettre le déblocage de ces fonds MaPrimeRénov' ou les C2E, qui eux vont vous faire un DPE complètement faux, complètement massacré, pour dire que le bien est complètement dégradé et avoir le maximum d'aide. Puis par après, pour toucher cette aide, vont vous refaire un DPE de complaisance ou un audit énergétique de complaisance qui va être super bien, super génial, alors que rien n'a été fait à l'intérieur, ou des pseudo-travaux ont été faits, mais rien à voir avec la prime qu'ils vont toucher, et la différence sera encaissée. Donc il faut distinguer les deux types de fraudeurs. Vous avez donc les installateurs, les fraudeurs installateurs, et les fraudeurs à l'audit énergétique et au DPE. Comment on fait pour les identifier, ça, Assad? Parce qu'en fait, là, on s'adresse à des gens qui potentiellement vont faire appel à l'aide publique, vont faire appel à des diagnostiqueurs, des auditeurs. Comment je fais, moi, pour identifier ou pour être alerté sur quelque chose qui me semblerait un peu suspect? Vous savez, l'AMF a un fichier pour identifier les entreprises de financement douteuses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un document en ligne qu'on peut aller les sociétés de diagnostic et d'audit énergétique, c'est très compliqué, parce qu'il y a une majeure partie des diagnostiqueurs et auditeurs qui font très très bien leur travail, et heureusement. Par contre, vous avez d'autres catégories qui vont aller acheter ou louer la certification d'un diagnostiqueur qui, lui, vivote un peu, ou ça se passe pas très bien pour lui, et on va lui louer sa certification pour pouvoir faire des faux DPE. Ça, c'est très difficile à déloger, et c'est pour ça qu'on s'est invité au débat de cette loi antifraude pour mettre en place des QR codes, des identifications numériques du diagnostiqueur, géolocalisation et horodatage des DPE, pour vraiment empêcher aussi la sous-traitance des DPE vers l'Afrique. Là, on fait des DPE via Google Earth. Alors ça, c'est complètement fou. Alors pardon, mais il faut que vous nous décriviez ça, parce que je sais pas si ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de faire un DPE par une personne qui n'est pas qualifiée pour le faire, de l'Afrique par exemple, ou de l'Asie, où il y a une personne qui va aller sur Google Earth, prendre une photo 3D de votre maison pour la placarder sur le rapport et dire je me suis déplacé, alors qu'il n'y a aucun déplacement qui a été fait. Ou alors ces fameux coups de fil qui vont vous poser quelques questions usuelles pour pouvoir rentrer quelques paramètres par défaut qui vont être un peu réalistes. Par exemple, on va vous appeler, on va dire vous avez quoi comme système de chauffage, vous avez quoi comme type de mur, vous avez une isolation, elle est de combien? Ça va être les paramètres de base pour pouvoir générer une étiquette. Voilà. Donc ce genre de comportement est suspect. Il faut qu'il y ait une personne qui se déplace, si possible qu'elle vous montre son justificatif de certification et d'assurance. Ça, c'est déjà un gage de base de qualité, de fiabilité. Audrey ? Il y a vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. Le démarchage téléphonique ou du porte-à-porte est interdit depuis 2021. Donc, si on vous appelle en vous posant des questions effectivement sur votre logement, sur des travaux de rénovation énergétique, si on vous appelle en vous disant que les travaux de rénovation énergétique sont obligatoires, surtout fuyez. Là, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui finalement veut simplement récupérer des données, comme disait Assad, ou alors va détourner vos comptes ou vous faire croire que vous allez avoir des travaux de mauvaise qualité. Donc, le démarchage téléphonique, c'est quelque chose qu'il faut fuir, il faut le rappeler aux auditeurs, c'est interdit dans la rénovation énergétique. Et du coup, en plus, je suis désolée, je veux pas absolument cibler le gouvernement, mais le fait est qu'on a cette réalité avec ces fraudeurs, qu'ils soient diagnostiqueurs, installateurs, tout ce que vous voulez, mais en plus de ça, nous, comme on n'y comprend plus rien, tout un chacun, et c'est pour ça que je voulais vous emmener là-dessus, c'est je ne sais même plus ce à quoi j'ai le droit, je ne sais même plus ce qui va changer, puisqu'on m'a dit qu'il allait avoir
avoir des changements, donc on va essayer de faire pédago. On sait que MaPrimeRénov', dans une dizaine de jours, va changer. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui va changer? Je voulais essayer de faire les choses simples. Audrey Assad, lequel veut s'y coller? On va faire les deux, je pense que Audrey va... Ouais, moi, je peux commencer. En fait, il y a vraiment un point essentiel qui change à partir du 15 mai, c'est la possibilité pour tous les gestes simples de pouvoir prétendre à MaPrimeRénov', ce qui avait été supprimé au 1er janvier 2024. Donc à partir du 15 mai, tous les gestes simples, quand je dis gestes simples, c'est changement de fenêtre, isolation par l'extérieur, par l'intérieur, évidemment le chauffage, mais le chauffage n'avait pas été affecté par les changements du 1er janvier 2024, mais à partir du 15 mai, tous ces gestes simples seront de nouveau éligibles à MaPrimeRénov'. Donc vous aurez deux choix, soit vous faites ces gestes simples et vous demandez MaPrimeRénov' à partir du 15 mai, soit vous faites de la rénovation globale. La rénovation d'ampleur, et dans ce cas-là, vous avez le même parcours qui avait été décidé au 1er janvier 2024. Ça ne change pas. Ça change pas. Rien ne change. Vous devez être accompagné par un accompagnateur Rénov'. Vous devez faire à minima 2 sauts de classe. Vous devez faire 2 gestes d'isolation. Ça, rien ne change. Ce qui change, c'est vraiment la possibilité pour des gestes simples d'être à nouveau éligibles à MaPrimeRénov', et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Et ça veut dire que j'ai pas besoin pour un geste simple d'être accompagné par mon accompagnateur Rénov'? Absolument pas. C'est vraiment l'accompagnateur Rénov', c'est dans la logique parcours rénovation globale. Pour Assad, dans un exercice de démocratisation, est-ce que vous pouvez nous relister à nouveau les gestes simples et peut-être ceux auxquels on ne pense pas le plus spontanément? Alors je vais juste compléter par effectivement tout ce qu'elle vient de dire, c'est parfait, 10 sur 10. Par contre, vous pouvez aussi vous exempter du DPE jusqu'au 31 décembre pour les monogestes. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus nécessité de faire un DPE pour les monogestes. Ah, c'est-à-dire que je ne suis pas je suis pas obligée de rentrer mon DPE quand je vais faire ma demande de MaPrimeRénov' juste pour des travaux d'isolation par exemple. Je ne suis pas obligée de dire je suis FG ou D. Vous n'avez pas besoin jusqu'au 31 décembre, donc c'est très court, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, pour vous répondre, Lorraine, un monogeste, c'est quoi? C'est uniquement isoler ses murs, un seul geste, uniquement changer son système de chauffage, uniquement changer ses fenêtres. C'est ce qu'on appelle un monogeste. Alors qu'une rénovation globale, c'est un bouquet qui va comporter l'isolation, le système de chauffage, la ventilation, les menuiseries. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et vous pensez que ça peut être vraiment important, ce retour en arrière, j'ai envie de dire? On a vu en début d'année, au bout de 2-3 mois, même pas au bout de 2 mois, on nous disait le nombre de travaux de réno s'effondre littéralement, les demandes s'effondrent littéralement. On a vu, il y a eu un communiqué de la CAPEB hier qui disait que c'était catastrophique ce premier trimestre et que maintenant même ce segment rénovation est commencé à calancher. Enfin, est-ce que vous croyez véritablement que c'est simplement le fait d'avoir supprimé l'aide publique sur le monogeste qui a clairement dissuadé Il y a peut-être une petite dimension aussi hiver. On a peut-être moins envie de refaire son chauffe-eau ou ses fenêtres en plein hiver, non? Je vais me permettre de répondre. J'ai soutenu, moi, personnellement, FedExpert, on a soutenu personnellement la CAPEB dans son appel d'urgence vis-à-vis du retour des monogestes. Et aujourd'hui, admettons, Marie, vous êtes dans un appartement, vous avez déjà vos murs qui sont isolés, vous avez des fenêtres qui sont très très bien. Par contre, vous avez le système de chauffage qui malheureusement est un peu ancien, un peu défaillant. Vous n'allez pas risoler vos murs, changer vos fenêtres qui sont déjà performantes, alors que c'est uniquement le système de chauffage qui est défaillant. Vous allez uniquement changer le système de chauffage. On est d'accord? Ouais. Donc là, on vous ferme la porte en vous disant, écoutez, c'est pas une rénovation globale, on vous finance pas une aide pour le changement de vos chaudières. Donc là, sur ces cas-là, on voit que c'était nécessaire de revenir au monogeste. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il faut vraiment différencier les démarches des particuliers, et nous on le voit bien. Aujourd'hui, les particuliers se posent beaucoup de questions. Effectivement, il y a une incertitude sur ce qu'il faut faire, évidemment. La réalité, c'est qu'il y a 2 démarches. Il y a une démarche qui est j'entretiens ma maison. Et donc effectivement, ça va être changer son système de chauffage, isoler ses murs, isoler ses combles. En réalité, pour finalement couper une idée reçue, il y a une saisonnalité des travaux, et les gens pensent plus à faire des travaux de rénovation énergétique l'hiver. Donc en réalité, là, on est déjà à la fin de la saison, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est dommage d'avoir loupé ce premier trimestre, parce que et c'est aussi vraiment un message que je veux passer ici aux auditeurs, c'est que n'attendez pas l'hiver prochain pour faire vos travaux, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui sera de ce que seront les aides l'année prochaine. On a pris l'habitude des modifications. Et donc il faut dès maintenant, et même, je dirais, avant le 15 mai, commencer à préparer ces projets de travaux d'isolation, de changement de système de chauffage, pour pouvoir être prêt le 15 mai à déposer sa demande. Ça veut dire quoi, ça, que
les gens attendent d'avoir froid pour faire leurs travaux? Les gens pensent à faire des travaux quand ils ont froid, ils ont de l'inconfort, quand ils reçoivent leur facture d'électricité quand ils ont utilisé leur chauffage l'hiver. Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut paraître un peu étonnant. Je précise à toute fin utile que la CAPEB dont nous parlons, c'est une confédération d'artisans, donc ce sont des chiffres terrain, c'est un ressenti vraiment de gens au travail, bien de sûr, la rénovation. tout comme effectivement à la Fédération française du bâtiment, tous les artisans, tous ceux qui pratiquent ce métier constatent. Et même les chiffres de l'ANA, on a vu une baisse des demandes de MaPrimeRénov' de 40%. L'ANA qui distribue MaPrimeRénov'. Juste pour terminer cette séquence, aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier quelques travaux, puisqu'on a identifié les travaux monogestes, voilà. Est-ce qu'on peut identifier les travaux, qu'on soit en monogeste ou en réno global, les gestes imparables pour gagner un peu des notes, pour gagner vraiment des notes de DPE et pas juste faire quelque chose d'illusoire? Incontestablement, c'est l'isolation. L'isolation, si de base on prend soin de l'enveloppe, déjà au niveau du moteur de calcul, vous êtes automatiquement mieux noté que si vous n'avez pas d'isolation. D'ailleurs, on va voir par après que la fameuse calculette pour refaire son DPE et essayer de voir s'il sort du F ou du G, on va voir que l'isolation y est pour beaucoup. Donc je vais dire l'isolation et puis je vais laisser la parole. Alors effectivement, l'isolation, c'est effectivement le premier geste à réaliser. On touche d'abord à l'enveloppe avant de toucher au système de chauffage. Mais le système de chauffage, quand vous passez d'un système fuel ou d'un système gaz, donc fossile, à une pompe à chaleur par exemple, vous allez gagner beaucoup en DPE. Pourquoi? Parce que le DPE prend en compte les gaz à effet de serre. Et donc quand vous passez du fossile, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, à une pompe à chaleur qui est de l'énergie renouvelable à base des calories de l'air et l'électricité, dans ce cadre-là, vous allez gagner fortement aussi en étiquette. Donc je dirais que évidemment l'isolation en premier, le changement de système de chauffage et surtout pas oublier la ventilation, parce qu'une fois qu'on a un logement bien isolé et bien chauffé, il faut pouvoir ventiler le foyer.